Formés à Bordeaux, installés aujourd'hui à Montreuil, ils ont posé leur empreinte sur le palais Tokyo, le FRAC de Dunkerque, l'école d'architecture de Nantes ou encore la tour Bois-le-Prêtre à Paris ou la cité Grand Parc à Bordeaux. Bonjour Anne Lacaton. Bonjour. Bonjour et bonjour Jean-Philippe Vassal. Bonjour. Lacaton, Vassal, vous fonctionnez toujours en duo? Oui. Oui. Depuis longtemps, depuis le début. Pourquoi? C'est mieux à deux? On s'est rencontrés à l'école d'architecture, on s'entendait bien et on a continué à bien s'entendre jusqu'à maintenant. Ça marche bien, oui. On ne dit pas forcément la même chose, mais à la fin, on s'entend toujours. Anne Lacaton, là vous dites pareil? Oui. C'est mieux à deux et c'est mieux à plus nombreux même, parce que c'est un travail où on n'imagine pas qu'on pourrait le faire seul. Donc déjà, entre nous, c'est un dialogue, un échange, mais c'est aussi un échange beaucoup plus large avec tous ceux qui, depuis de longues années, travaillent avec nous ou travaillent encore avec nous. Alors même duo, même approche de l'architecture, même maître, on va y revenir. Elle est où la complémentarité du coup entre vous deux? Elle est D'abord, on a des positions communes, on a des envies communes, on a des rêves communs, donc depuis longtemps. Donc c'est ce qui nous a toujours rapprochés. Et c'est dans le dialogue permanent, c'est-à-dire que quand on aborde un sujet, on sait qu'on est d'accord à la fin. On le sait parce que c'est comme ça. Mais au départ, on démarre en général, on n'a pas du tout la même approche. Et puis on parle et on finit par se rapprocher et trouver les éléments en commun. Et c'est toujours comme ça. C'est intéressant, Anne Lacaton, parce que vous avez déjà prononcé ce mot de rêve. Et justement, le jury du prix Pritzker dit que votre travail redonne de la vigueur aux espoirs et aux rêves modernistes d'amélioration de la vie du plus grand nombre. Qu'est-ce que c'est, ces rêves modernistes? Comment vous interprétez, vous, ce rêve, Jean-Philippe Vassal? Je crois que l'architecture, pendant très longtemps, et dernièrement, elle a été liée à trouver les réponses aux besoins, à ce qui est nécessaire. La juste dimension pour une cuisine, pour une chambre, pour un séjour, pour un bureau, pour une salle de classe. Et derrière, la réponse stricte, qui est de plus en plus contrainte, parce qu'il y a des budgets qui sont de plus en plus serrés, des programmes de plus en plus ficelés, de plus en plus restreints. Si on ne répond qu'aux besoins, on ne touche jamais précisément à la possibilité de liberté, à la possibilité de rêver, à la possibilité d'un espace qui serait adapté précisément à ce rêve, à cette liberté, à cette possibilité de choix, à cette possibilité d'inventer, cette possibilité que des choses qu'on n'a jamais pensées puissent se passer. Et il y a besoin d'espace pour ça. Et cet espace pour ça, on peut le faire dans une économie maîtrisée. C'est pas parce que cet espace sera là que les choses seront plus chères. Au contraire, parce qu'il sera là, les choses seront plus simples, plus faciles, plus généreuses, plus directe, plus efficace. Le rêve, c'est pas forcément la folie des grandeurs. Vous avez parlé de la question des besoins, ce qui sous-tend la question de la norme. Il y a la norme, il y a même les normes, parce qu'elles sont pour vous, Anne Lacaton, autant de contraintes ou d'interdits, ou peuvent-elles parfois agir aussi comme des boussoles? Ces normes, vous leur laissez quelle place dans votre approche? Les normes, on le sait bien, je pense que tous les architectes vous le diront, c'est une espèce de somme de contraintes considérables dont on ne comprend pas toujours la cohérence, la compatibilité. Mais en même temps, il faut se préserver aussi. Et il faut toujours se dire qu'est-ce qui reste majeur dans la conception du projet. Et précisément, c'est ce que l'espace doit à la fin offrir sans faire porter à l'usager, à l'habitant, cet effort que la contrainte de la norme a créé dans la conception. Donc c'est important de s'en échapper tout le temps et de rester tout le temps garder à l'idée. Donc c'est pas la norme, la boussole. La boussole, c'est qu'est-ce qui est essentiel et surtout qu'on ne doit pas lâcher. Depuis quelques années, le jury du prix Pritzker consacre des architectes qui défendent une architecture plus humaniste, plus écologique, comme juste avant vous, les Irlandaises Yvonne Farrell et Shelley McNamara l'an dernier, le trio de l'agence catalane RCR en 2017, ou encore le Chilien Alejandro Aravena, c'était en 2016. Avec ce prix Pritzker, est-ce que vous avez le sentiment d'entrer ou d'appartenir peut-être déjà à une communauté d'hommes et de femmes qui œuvrent de manière plus responsable à une sorte de nouvelle génération, et je le dis pas sur la question de l'âge, mais une sorte de nouvelle génération d'architectes ou de penseurs de l'architecture? Je crois qu'il faut que l'architecture, elle rentre pleinement dans la question des problèmes actuels.
qu'elle soit totalement de notre époque. Et ce prix qu'on reçoit, on voudrait le partager aussi avec énormément d'architectes qui sont totalement inconnus, des jeunes architectes, une architecte italienne qui est partie à 27 ans dans la jungle du Pérou pour construire des écoles, un autre qui est à Soweto et qui travaille sur l'habitat, qu'est-ce qu'il peut faire. Donc c'est question de dire l'architecte aujourd'hui, comment il peut répondre à des problèmes qui sont cruciaux, qui sont ceux du mauvais logement, du mal logement, des difficultés à être ensemble, des problèmes des villes. Comment on peut y répondre tout en y intégrant ce rêve, cette possibilité, cette liberté. On manque cruellement de liberté et ce travail, se dire... Je pense que les architectes, de manière générale, ils sont considérablement sous-exploités par rapport à leur capacité de s'intéresser, de trouver des réponses, d'être très proche des situations. Et je pense qu'il y a vraiment besoin d'être extrêmement précis, extrêmement délicat, extrêmement gentil avec toute la difficulté, la complexité de la ville et de faire avec ça. Donc aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a des tas d'architectes qui travaillent comme ça. Donc ce prix, on le partage avec eux. C'est fini l'époque des architectes stars ? Non, c'est sûrement pas fini, mais c'est pas la majorité non plus. Et je pense que c'est finalement ce qui nous fait vraiment plaisir dans ce prix, c'est que ça rend un peu visible et audible aussi des démarches qui sont très largement partagées. Et tout à l'heure, vous disiez, c'est pas une question de génération, mais quand même, on voit bien que la nouvelle génération, nous, on est enseignants tous les deux, on accueille beaucoup de stagiaires dans notre bureau, et on voit bien quand même que la jeune génération est extrêmement attentive aux questions climatiques, aux questions d'environnement, au bien-être des habitants, à l'économie. Donc tout ça, on espère que ça va être rendu plus visible et plus audible à travers ce prix. Ce qui vous a poussé vous-même à vous remettre en question, ce dialogue permanent avec des étudiants, si vous enseignez encore aussi, à réfléchir peut-être à certaines situations autrement ? Bien sûr, le contact avec les étudiants, l'enseignement, les questions qu'ils posent sont évidemment qu'elles nous renvoient nous-mêmes à nos propres questions. Je pense qu'on n'a aucune certitude de nous-mêmes. On avance, on continue d'avancer depuis des années et l'expérience nous sert, bien sûr, mais c'est vrai que la discussion est fondamentale et les jeunes aujourd'hui, vraiment, ça vaut vraiment la peine de leur faire vraiment confiance. Aujourd'hui, vous partagez, vous enseignez, vous échangez. Hier, vous aviez, un professeur, quelqu'un qui a compté pour vous, plusieurs d'ailleurs, en tout cas une figure importante, celle de Jacques Ondelat, qui a été surnommé l'Enchanteur. On l'écoute. Je suis architecte. Pour moi, c'est pas un métier. Pour moi, c'est un état. C'est une façon d'être, une façon de vivre. Je fais pas trop de différence entre ma vie professionnelle et ma vie privée. Donc, tout ce que je fais en tant qu'architecte me paraît tout à fait normal. C'est ce que j'ai envie de faire. C'est ce que font les gens qui vivent intensément ce qu'ils font. J'ai fait des études dans une école sur le fronton de pierre de laquelle il y avait écrit architecture, peinture et sculpture. Donc on pourrait imaginer que l'architecture est un art et que les architectes sont des artistes. Je crois qu'il n'est pas possible de s'autoproclamer artiste. C'est-à-dire on est artiste ce sont des gens qui disent que quelqu'un est un artiste. Mais quelqu'un qui vient vous voir en disant « je suis artiste », moi c'est quelque chose qui ne me plaît pas. Donc je ne sais pas si je suis un artiste, je ne sais pas si les architectes sont des artistes. La voix de Jacques Ondelat, l'architecture est le premier des arts. Les architectes sont-ils pour autant des artistes ? Je partage tout à fait ce que dit Jacques. Ça fait d'ailleurs très plaisir d'entendre sa voix. C'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour nous parce que précisément, il nous a mis sur des chemins de liberté, d'exigence et sur la hauteur aussi. Donc, c'est très émouvant. Avec humilité et gentillesse, comme vous disiez. On retrouve en tout cas dans sa voix cette idée que vous évoquiez, Jean-Philippe Vassal. Alors, en quoi les architectes ne sont pas des artistes ou le sont quand même peut-être un peu ? Moi, je crois qu'ils le sont. Ils le sont, mais... il s'intéresse à quelque chose qui a à voir avec la politique, avec l'économie, avec l'écologie, avec la sociologie. Et leurs outils, c'est cela. Et les manier, tous ces outils, et
chaque fois, c'est différent. Chaque fois, chaque projet est différent parce que c'est toujours des personnes différentes, des contextes particuliers. Donc, il y a toujours quelque chose qui fait qu'on n'a pas une réponse standard toute prête. Chaque fois, il faut effectivement se reposer des questions, repartir à zéro et suivre un processus très précis, très lent, étape après étape, avec l'idée que finalement, la résolution progressive de toutes ces étapes du processus de recherche mèneront au final à une situation où de la beauté devrait apparaître. Pas parce qu'on l'a recherché absolument, simplement parce que c'est le résultat de tout ce travail d'écoute, de précision, d'écouter des gens, de retrouver les réponses. Et il y a une forme d'esthétique résultante de tout ça, et à laquelle d'une poésie de chaque projet. Voilà, c'est pour ça aujourd'hui, moi, il me semble que la différence qu'il y a au niveau de l'architecture, l'architecture n'est pas une sculpture, puisqu'on habite. L'essentiel, c'est d'être dedans, d'habiter dedans et de passer d'un espace du dedans vers un dehors, et ce dehors devient lui-même un dedans. Donc cette idée de l'habitation est absolument quelque chose de fondamental. L'habitation pour tout le monde, avec la même qualité, le même soin pour chaque pièce, pour chaque classe, pour chaque bureau, pour chaque hall d'entrée. La question d'être dedans, elle est essentielle. Et c'est développer par cet ensemble de petits fragments d'espace qu'on est capable de faire, d'améliorer, de transformer, faire en sorte que la totalité de tout ça, ça produise la ville et l'amélioration de la ville. Et c'est intéressant cette idée du beau que vous avez évoquée à l'instant, Jean-Philippe Vassal, parce que Jean Nouvel, qui est le précédent français à avoir obtenu ce prix Pritzker, l'architecte Jean Nouvel, bien connu, nous disait sur France Culture lors de sa masterclass que beaucoup d'architectes dans les années 70 se revendiquaient artistes. Et quand on lui avait demandé à lui à l'époque d'exposer dans une galerie, il avait choisi d'exposer une attestation sur l'honneur comme quoi il n'était pas un artiste. Et c'est vrai que l'architecture, c'est un art qui se pense ou qui se veut de plus en plus utile et social. Mais est-ce que pour autant cette idée de l'art utile social est contradictoire avec l'idée du beau ? C'est-à-dire comment on pense le beau ? Pour vous, ça reste aussi un critère ? C'est juste un aboutissement, comme disait Jean-Philippe Vassal. Je pense que le beau, c'est très important. On a tous besoin, quoi qu'il en soit. Mais après, alors c'est quoi le beau déjà ? Le beau, l'esthétique, c'est pas simplement ce qu'on voit, c'est pas simplement la matière, la matérialité des choses, mais c'est tout ce qu'un lieu engendre aussi. Et nous, on aime bien donner la place à ce que l'architecture qu'on bâtit, qu'on produit, elle accepte aussi la vie, l'usage, et que ça fasse partie du beau des bâtiments. Donc le beau, il appartient un peu à tout le monde. C'est aussi la façon dont on regarde les choses. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une esthétique une définition de l'esthétique qui est un peu convenue, conventionnelle, qui porterait plutôt sur l'aspect ou la matérialité des choses. Mais c'est beaucoup plus beau et beaucoup plus large que ça. Non, le beau, c'est aussi quand les gens sont heureux d'être dans un espace, quand ils s'y trouvent bien, parce qu'ils s'y trouvent bien, ils font des choses particulières, ils inventent, ils font du jardinage, et quand cette harmonie ressort à la fin et qu'elle est possible, il y a automatiquement quelque chose qui est de l'ordre de la beauté qui apparaît. C'est un bon qui devient beau. C'est aussi, moi j'aime beaucoup la question de la poésie, parce que je pense qu'aujourd'hui les espaces ont besoin d'être poétiques. Il y en a par exemple au Palais de Tokyo, espace sur lequel vous avez travaillé, on est sur France Culture, vous avez travaillé sur ce lieu de création contemporaine, ce qui était à l'origine un palais en friche, hérité de l'exposition de 1937, qui est un bâtiment quand même assez rude et massif, le Palais de Tokyo. Vous y voyez-vous de la poésie ? Oui, d'abord parce qu'il y a effectivement un intérieur qui dit exactement le contraire de l'extérieur tel qu'il est maintenant, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une sorte de dénuement total, alors que de l'extérieur on considère une sorte de monumentalité. On a cherché à laisser rentrer la lumière par tous les bouts, par tout le temps se mettre en relation la venue avec l'intérieur, et puis à laisser la plus grande liberté possible aux spectateurs, aux visiteurs, aux artistes. Et c'est cette liberté qui est importante qu'elle donne à voir, cet espace très plein de diversité. On peut aller vraiment dans des endroits très sombres ou dans des endroits très clairs. On peut bouger. C'est un endroit aussi qui se renouvelle tout le temps.
Et c'est ce qui nous intéresse, que des choses s'y passent, c'est-à-dire c'est un espace public au sens où quelqu'un regarde quelqu'un, qui regarde quelqu'un, qui regarde un artiste, qui regarde, et que ce système-là leur permet d'avoir envie de discuter ensemble, de parler ensemble, de s'attarder, d'aller prendre un café. Donc c'était un peu ça, l'esprit du Palais de Tokyo. C'est presque la définition d'une ville, New York. On s'y rend tout de suite en musique avec une actualité, c'est Paddy Sherlock, Last Time in New York. We had dinner at John's place, ice cream licked at a leisurely pace, immune to all the rat race. Last time in New York, buskers out in Lincoln Park, stepping out as it got dark, listening to all those dogs bark. Last time in New York, out to Brooklyn to visit with Mattie Peru. That's the last time I saw Danny, Mattie, Jean, and you. Who'd have thought this perfect day could simply have slipped away? We should have given it one more play. Last time in New York. Under our frozen feet, the crunch of fresh fallen snow. You smiled at me, 'cause I said I'd follow you wherever you go. Nighttime and our bed beckoned back to 23rd and 2nd. It was the end, but who'd have reckoned it was our last time in New York. Paddy Sherlock en duo, chef de file du mouvement Neo Swing. Il vit à Paris, il est originaire de Dublin, il est auteur, compositeur, guitariste et tromboniste. Et voilà un extrait avec ce Last Time in New York de son nouvel album Dusk, à paraître le 2 avril chez Black Ash. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. Et avec nous, le duo d'architectes Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal jusqu'à 12h30. Vous ne détruisez pas, vous transformez. C'est votre leitmotiv. Vous l'avez presque théorisé, cette pratique, cette envie d'architecture que vous aviez. Faire plus avec moins, Anne Lacaton. Ajouter, superposer, additionner, agrandir. Est-ce qu'on est loin là de l'approche minimaliste ? Non, c'est pas une question de minimalisme. Au contraire, c'est une question de faire avec ce que l'on a, parce qu'on a déjà beaucoup entre les mains, et de le valoriser, de le transformer pour le porter à de bien meilleures conditions. Donc ça, c'est un travail qu'on a commencé il y a plus de 20 ans, 25 ans. Et qui est né de quoi ? De quel constat ? C'est né très précisément lorsque a été engagée la politique nationale de rénovation urbaine, qui s'est fondée sur la démolition d'un très grand nombre de logements, précisément des logements modernes, en fait, construits dans les années 60-70. Et avec un ami, Frédéric Druot, avec qui on avait fait l'école à Bordeaux, on s'est parlé, et puis on trouvait que c'était une énorme erreur et une catastrophe, en fait, de se dire que ce qui était aussi jeune, aussi récent, qui avait porté quand même des idées tout à fait généreuses sur le logement, même si ça a plutôt mal tourné, mais pourquoi est-ce qu'il fallait décider de démolir ? Et pour nous, c'était catastrophique. Donc on a voulu se pencher sur la question, on a travaillé dessus, on a fait des études de cas, on a produit un livre, et on a essayé de faire contre vents et marées, et d'essayer de faire quelques projets, dont le Tourbois-le-Prêtre que vous avez mentionné, et ce projet à Bordeaux. Mais ça reste très présent, parce que cette politique-là n'a pas changé.
Frédéric Drouot, justement, ensemble, vous avez transformé cette tour Bois-le-Prêtre à Paris, qui vous a déjà valu à tous les trois, cette fois, un équerre d'argent en 2011. Ça, c'est le prix français de l'architecture. On écoute Frédéric Drouot. On peut se poser des questions très très simples aujourd'hui. C'est effectivement, est-ce qu'on peut tendre du linge dans un logement? Est-ce qu'on peut monter son vélo dans un logement? Est-ce qu'on peut sortir sur un balcon dans un logement? Est-ce qu'il y a suffisamment de place pour recevoir un ami en plus? Est-ce qu'on est la salle à manger, le séjour sont assez grands pour qu'on puisse manger à une dizaine, c'est-à-dire pas beaucoup plus qu'une famille traditionnelle? Voilà, non. Est-ce qu'on peut le faire? Pas facilement. Voilà. Donc c'est finalement se mettre à l'intérieur des choses et se dire, voilà, qu'est-ce qui nous manque? Comment on peut augmenter les choses? Et cette question-là, on peut aussi aujourd'hui se la poser en regard de la question de l'urbanisme. C'est-à-dire qu'on pose assez maladroitement la question de l'urbanisme à mon sens, c'est-à-dire qu'on la prolonge comme on la faisait dans les années 60. On a changé la taille des morceaux de sucre qui faisaient à l'époque 200 logements. Aujourd'hui, ils en font une vingtaine et ils s'appellent durables. Ils ont une petite auréole verte sur la tête. Mais finalement, on continue à faire du maillage, à voir les choses depuis le haut. Et si on ne passe pas à l'intérieur des choses, au plus près, voir ce qui ne va pas, comment on peut l'augmenter, comment on peut rendre un peu plus heureux les gens qui y vivent, on continuera à faire des mauvais logements. La question, c'est les habitants. La question, c'est les habitants, dit Frédéric Drouot. Jean-Philippe Vassal, comme lui, vous aimez, semble-t-il, vous poser les bonnes questions, ces questions simples, de bon sens. Si on les applique à la tour Bois-le-Prêtre, qui a été construite autour des années 60, à quelle réponse architecturale elles ont abouti, ces questions de bon sens? C'est quelque chose aussi qui nous touche très profondément. Je ne peux pas penser que mon métier, c'est de devoir démolir, exploser, parfois à la télévision, de voir que comme ça, toute une vie qui s'est passée pendant 30 ans, ça, en 2 minutes, ça devient un tas de béton. Et on voit les gens pleurer. Parce que c'est pas l'architecture. L'architecture, c'est dedans. Et nous, on a vu la différence, c'est-à-dire c'est jamais un bloc de béton, un rectangle dans le paysage. La réalité, c'est que dedans, il y a 100 familles, 500 familles, des milliers de pièces. Chaque pièce, chaque jour, chaque nuit, elle a été transformée, aménagée. Chacun a essayé de la décorer un peu particulièrement en y mettant des traces, des photos, des objets. Et la richesse, elle est là. Et donc, travailler avec l'existant, faire à partir de l'existant, c'est s'attacher à cette richesse-là. À la fois à cette richesse et à la fois aux problèmes, parce que c'est difficile de vivre dans ces quartiers-là. Donc, il faut simplement, très précisément, regarder où sont les problèmes, les résoudre un par un, en parlant avec les gens, et puis en même temps, laisser cette richesse apparaître encore plus facilement. C'est ce qui s'est passé pour la tour Bois-le-Prêtre. La tour Bois-le-Prêtre devait être démolie. Et en réalité, on a regardé très précisément avec Frédéric comment les gens habitaient, les vieilles personnes qui étaient dans un appartement depuis 20 ans et c'était un T6 parce qu'ils avaient leurs enfants avant et que maintenant ils n'étaient plus là et que finalement ils auraient pu avoir un appartement plus petit. Et donc on a essayé de voir comment on pouvait trouver un appartement plus petit et puis un qui était un peu plus grand pour une famille qui venait d'avoir un enfant et qui avait besoin de plus de place. Et tout ça en essayant d'expliquer au bailleur social qu'il n'y avait aucune raison de remonter les loyers, qu'il n'y avait aucune raison que des gens partent de la tour Bois-le-Prêtre pour aller à l'autre bout de Paris parce qu'ils allaient perdre leurs voisins. Donc c'est cette attention extrêmement précise que chaque architecte pourrait faire et malheureusement on ne leur demande jamais de faire. Et qu'on allait pouvoir reloger d'autres personnes à l'intérieur avec des loyers 2 fois supérieurs. Parce que c'est souvent ce qui se passe quand ces tours sont démolies. Oui. Les habitants qui y ont vécu voient non seulement ce que vous évoquez, une partie de leur vie s'effondrer avec la tour, avec l'immeuble, mais en plus ils sont relogés ailleurs et jamais ils ont à nouveau accès à l'immeuble rénové. Alors ça, c'est un bilan catastrophique. Je n'ai pas les derniers chiffres, mais globalement, depuis 15 ans, il y a eu 15 milliards d'euros qui ont été consacrés à démolir 200 000 logements et en reconstruire 190 000. Alors qu'on est en pleine crise du logement, alors qu'on ne sait pas comment faire des nouveaux logements, des logements pas trop chers. Donc ça veut dire quoi? 15 milliards d'euros pour perdre 10 000 logements? Mais c'est totalement insensé. Alors que finalement, si on avait gardé tous ces logements, si on avait transformé tous ces logements, si en même temps qu'en regardant et en transformant ces logements, on avait pu voir comment on pouvait peut-être ajouter 5%, 10% de logements supplémentaires dans ces endroits-là, on aurait dépensé 3 fois moins d'argent et on aurait fait 2 fois plus de logements.
Alors sur la tour Bois-le-Prêtre, ça a donné 96 logements transformés avec des façades de béton que vous avez retirées, des extensions qui ont été ajoutées, des jardins d'hiver et des balcons bioclimatiques qui ont été mis en place. Une façade vitrée tout en transparence, comme on peut la voir aussi dans le Grand Parc à Bordeaux, là aussi un quartier social sur lequel vous avez travaillé. Rudy Ricciotti a souvent plaidé pour le béton. Et vous, et on terminera là-dessus, quels sont vos matériaux de prédilection? Parce qu'on a parlé écologie, on a parlé social. Quel est votre ou quels sont vos matériaux de prédilection, Anne Lacaton? Nous, disons, les matériaux, c'est pas un préalable. Je pense que ce qui nous intéresse, c'est à quoi le matériau sert dans la conception et dans la perception de l'espace. Donc, ce qui est clair que dans ce qu'on recherche, Jean-Philippe l'a expliqué, partir de l'intérieur, donner cette impression de liberté, de lumière naturelle, de vue, de pouvoir se déplacer plus facilement. Pour nous, c'est clair que la transparence, tout ce qui permet de voir, d'amener la lumière naturelle au maximum, les façades qui s'ouvrent très largement pour pouvoir sortir sur un jardin d'hiver de plein pied ou sur un balcon. Au fond, c'est ça qui nous amène à utiliser des matériaux comme les baies vitrées coulissantes ou du polycarbonate ou des rideaux d'ombrage, parce que ça correspond à ce que l'on souhaite mettre en place en termes d'espace et de fonctionnement et d'usage. En un mot? Oui, non, le matériau, finalement, c'est l'existant. C'est l'existant et c'est la vie. Et si, je voulais juste rajouter une petite quelque chose, éviter de démolir, arrêter de démolir, comme c'est le cas, par exemple, pour la cité de la Butte Rouge à Châtenay-Malabry, où un des bâtiments de logement social les plus magnifiques qui existent risque d'être démoli. Et voilà, on s'arrête là, mais je voulais juste inviter les auditeurs à aller regarder aussi les images, les photos de la maison La Tapie que vous avez pensée à Floirac en Gironde. C'est intéressant à l'heure où la mode est aux maisons containers et aux achats de terrain, à l'heure aussi où on pense épidémie, confinement à répétition et qu'on a des envies de changer de vie, d'ouvrir, et que nos attentes sont en train de changer. Il y a des choses toutes simples qui sont à faire, à imaginer. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous et un grand bravo pour ce prix. Merci à vous et à vos équipes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. France Culture. L'esprit d'ouverture.